Bonjour et bienvenue à votre podcast Éducation Famille. Membre du Conseil national du cinéma et de la production télévisuelle et cofondateur, vice-président, producteur et directeur général de production KO-TV, mon invité œuvre depuis plus de 25 ans dans le milieu télévisuel. C'est sur une dizaine de chaînes télévisuelles qu'il dirige chaque année plus d'une trentaine d'émissions, qu'elles soient des séries dramatiques et jeunesse, des variétés, magazines ou documentaires. En 2018, KO-TV, qu'il dirige, emporte le titre de producteur de l'année en télévision. D'ailleurs, de nombreux autres prix, tant ici qu'à l'international, ont été raflés par les productions qu'il chapeaute. Plusieurs de leurs formats ont aussi été adaptés à l'étranger. À travers ce curriculum vitae fort impressionnant et rempli de réalisations, mon invité a aussi de quoi être fier de sa plus grande production, sa vie familiale. Avec son conjoint des 20 dernières années, ils ont adopté 4 merveilleux enfants. Mamadou, qui a maintenant 15 ans, Anthony, 11 ans, Clovis, 8 ans et Nevaya, 4 ans. C'est donc avec grand plaisir que j'échangerai sur ce beau parcours parental qu'est celui de mon invité, Louis-Philippe Drolet. Afin de partager, discuter, apprendre, rencontrer, s'informer et comprendre ensemble sur tous les sujets concernant l'éducation et la famille, bienvenue ici à votre podcast Éducation Famille. Bonjour. Bonjour. Merci pour cette présentation. On dirait que je suis fatigué et que j'ai 110 ans. Il y en a qui me disent que non, c'est-tu ma décroché? Oui, bien c'est ça quand on fait beaucoup de réalisations puis qu'on est actif. Ouais. Et le monde télévisuel, c'est un monde qui t'a amené. On va parler de ta vie familiale que tu as fondée quand même, que tu as avec ton conjoint des 20 dernières années, qui s'appelle Louis aussi. Oui. Mais tu aussi, comme je disais là, d'entrée de jeu, tu es producteur exécutif. J'aime ça parfois que les gens nous expliquent un peu c'est quoi leur travail parce que, bon, dans le milieu de la télé, souvent, on ne regarde pas les titres puis les noms. Puis mais derrière, des fois, des shows qu'on aime, qu'on apprécie beaucoup, derrière les acteurs, il y a toujours une équipe technique, mais il y a des gens de production, il y a une équipe naturellement extraordinaire derrière ça. Qu'est-ce qu'un producteur exécutif fait? Bien, je compare souvent le producteur exécutif au chef d'orchestre. On ne sert à rien, hein? On a beau se faire aller si on n'a pas de musiciens et différents départements, hein, comme on peut retrouver en musique quand on dirige un orchestre, on ne sert à rien. Donc, c'est vraiment de pouvoir diriger une équipe qui va vraiment permettre de mettre en onde une émission. Donc, c'est le développement avec les créateurs. Donc, de cibler les meilleurs projets, d'accueillir des projets ou de susciter le développement de certains projets en fonction des besoins des diffuseurs. Ensuite, c'est d'être capable de trouver les maîtres d'œuvre de ce projet-là qui, eux, après ça, vont se déployer et monter leur équipe. Parallèlement à ça, c'est tout l'aspect financier aussi, donc les relations avec le diffuseur, et les budgets de production, les différentes possibilités de financement aussi pour chaque émission, c'est différent, que ce soit en jeunesse, en dramatique, en variété, etc. Donc, c'est d'être capable de trouver les ressources financières nécessaires pour pouvoir vraiment mettre en œuvre la création qui est présentement en développement. Puis après ça, bien, c'est sûr, c'est d'assurer un suivi sur toute la diffusion de l'émission, la promotion de l'émission. Puis, quand on est chanceux après ça, bien, c'est de voir aussi comment on peut exploiter ces émissions-là à l'international. Donc, c'est vraiment... Moi, j'ai un rôle qui est assez transversal du début à la fin d'un projet, mais bien entendu, j'ai des producteurs délégués, j'ai des équipes qui vont mettre en œuvre tous ces projets-là. Donc, moi, je suis à un niveau où je suis plus dans le relationnel et le financement des projets avec les diffuseurs. Puis, donc, ça résume à peu près ce que c'est qu'un producteur. Justement, tu œuvres dans ce milieu-là depuis 25 ans. Qu'est-ce que tu dirais que l'évolution qu'a eue la télévision? Qu'est-ce qui a changé à travers les années? Ben, en fait, la façon la façon de tourner nos émissions, la façon de produire nos émissions a évolué énormément. C'est sûr que il n'y avait pas de web à l'époque.
Il n'y avait pas de plateforme numérique à l'époque. Il y avait moins de genres télévisuels. Là, on est allé dans des genres un peu plus hybrides. À l'époque, la télé-réalité n'existait pas, ce qui a donné naissance aussi, à quelque part, à la docu-réalité aussi, donc, qui est une autre forme de tournage. Et donc, c'est sûr que ça a évolué. Notre ouverture sur le monde a fait en sorte aussi qu'on a évolué au niveau de différents thèmes qu'on aborde, au niveau de différents genres qu'on produit, que ce soit le genre policier, le drame, le mélange entre la comédie et le drame, la dramédie. Donc, il y a beaucoup plus d'opportunités. Les formats ont évolué. Les plateformes nous ont amenés vers là. Nous autres, avec la série Plan B, on a été dans les premiers au Québec à faire des mini-séries, des 6 épisodes d'une heure bouclés. Donc, il n'y avait pas de suite. On était habitué à l'époque à du téléroman, à de Qui la durait série 7-8 annuelle. ans. Exactement, avec des histoires fleuves, avec plusieurs personnages principaux qui avaient leur courbe dramatique, etc. Donc, ça aussi, ça a évolué, la durée et le genre des épisodes. C'est à peu près ça. Ouais. Mais c'est un monde fabuleux. Mais comme je disais aussi dans tes jeux, c'est ta plus belle production. Tu es contente de ton travail, tu es contente de ton travail, tout ça, mais ta plus belle production, c'est la famille que tu as fondée avec ton conjoint Ah, ça, c'est Louis. sûr, ça, c'est sûr. Puis toi, si tu me parles un petit peu plus de toi, de ton enfance, t'es-tu un fils unique? Viens-tu de la région de Montréal? Moi, je viens de la région de Québec. OK. J'ai 3 sœurs. Je suis le deuxième. On est 4 nés en 5 ans. C'est qu'on est tissé assez serré. J'ai encore mon papa et ma maman qui sont encore aussi en couple. Je m'entends super bien avec mes sœurs aussi. Donc, je suis quand même dans un noyau qui a beaucoup d'amour. Et je pense que ça m'a aidé dans la vie aussi. Puis on est une famille assez tissée serrée. Les cousins, cousines, la grande familia, elle existe. Donc, j'ai eu un beau tremplin, disons, dans la vie qui m'a permis d'avoir relativement confiance en moi et qui m'a donné probablement aussi envie, je dis malgré le fait d'être homosexuel, parce qu'à une certaine époque, on ne pouvait pas penser qu'on pouvait avoir des enfants. Je dis pas qu'on est dans les premiers, mais il n'y en avait pas tant que ça quand on a adopté notre premier enfant. Ça, parce que là, ça fait 15... Moi, ça fait à peu près presque 15 ans qu'on a adopté notre premier enfant. Et il y avait à cette époque-là plus, disons, je dirais, de coming out, tu sais, d'hommes qui avaient fondé une famille avec une femme, mais 2 hommes ensemble qui adoptent. Il y avait des hommes célibataires qui le disaient pas nécessairement leur orientation sexuelle et qui adoptaient à l'international à une certaine époque où l'adoption était ouverte aux personnes seules. Je sais que là, c'est très, 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 très restreint, l'adoption internationale, même pour des couples hétérosexuels, si ça fait pas assez longtemps qu'ils sont ensemble, s'ils ne sont pas mariés, etc. Donc, il y avait beaucoup de restrictions. C'est quelque chose que je souhaitais. Et tout à coup, c'est né au bon moment, puis avec probablement des défricheurs avant nous qui nous ont ouvert la voie, mais ça a été possible. C'est que j'ai fait mon enfance à Québec. À l'aube de mes 17 ans, je suis parti à Jonquière étudier en arts et technologies des médias, une technique de 3 ans. Et de Jonquière, là, je me suis envenu à Montréal et j'ai commencé à travailler en télévision pendant 1 an et demi. Et j'ai eu l'occasion après ça de partir faire un stage en Afrique de l'Ouest, au Mali. Puis j'ai habité 6 ans là-bas. Donc, je suis contente que tu en parles. Ouais. C'est bon, ça m'a formé beaucoup comme humain parce que c'est ma vingtaine, hein, de 21 à 27 ans. Donc, c'est une époque qui est assez importante aussi. C'est une période assez importante, je pense, dans qui on est, qui on veut devenir, autant professionnellement que personnellement, socialement, etc. Donc, j'ai passé beaucoup de temps au Mali sur mes 6 ans, 4 ans en brousse, pas d'eau, pas d'électricité, en village. Et les villages africains, pour pouvoir s'intégrer, parler la langue, etc., le meilleur véhicule, en fait, le meilleur moyen, c'est par les enfants. Okay. Les enfants ont une parole plus simple, plus facile à comprendre. En Afrique, c'est tout un village qui élève un enfant. L'enfant est bienvenu partout.
est curieux. Il appartient à tout le village, l'enfant. Exactement. Donc, c'est vraiment par les enfants étaient curieux, étaient autour de moi, Donc, c'est vraiment par les enfants que j'ai pu vraiment facilement m'intégrer, je dirais, d'une certaine façon. Puis, je pense que c'est durant ces années-là aussi que le désir parental s'est vraiment cristallisé, je dirais. L'appel de la paternité était déjà là. Complètement. C'est que, donc, et à mon retour à 27 ans, en fait, j'ai rencontré mon conjoint 6 mois après. OK, c'est ici que tu l'as rencontré? Oui, oui, OK, oui, oui, oui. OK. Exactement. Puis là, quand on est homosexuel, puis là, on parle naturellement de plusieurs années, puis tu as ce désir parental-là, de prime abord, est-ce que tu te dis, ben là, comment je vais faire? C'est quoi mes solutions? Ou tu étais tellement déterminé que tu savais que ça allait se passer? Moi, j'avais déjà placé, même avant de rencontrer mon conjoint, une demande d'adoption à l'international comme père célibataire. Demande que j'ai retirée parce qu'on ne pouvait pas avoir 2 demandes actives. Quand nous avons appris à connaître, ça faisait pas longtemps que ça existait, le programme Banque Mix avec la DPJ, la Direction de la protection de la jeunesse, ici au Québec. Le programme Banque Mix, en fait, c'est vraiment, on est famille d'accueil d'enfants qui ont, disons, pour différentes raisons, un fort potentiel d'adoption. Donc, à l'époque, c'était 2 ans que le parent biologique avait à partir du moment où l'enfant est placé, pour essayer de se reprendre en main pour pouvoir retrouver son autorité parentale, disons, puis après ça, la garde partielle ou en totalité avec des conditions ou sans conditions de leur enfant. Puis le 2 ans est passé à 1 an pendant que nous, pendant qu'on faisait notre demande. Donc ça, disons, pour nous, c'était bon parce que ça réduisait encore plus le risque, un risque qui existait quand même. Donc, on a placé notre demande au centre jeunesse, puis ça a été assez rapide dans notre cas là, pour avoir un premier enfant. Donc, le premier, votre grand garçon, est arrivé par les... Est-ce que les 4 sont arrivés par... Oui. OK, fait que vous, vraiment, c'est vraiment par la DPJ que... les 4. En fait, c'est notre seule opportunité. Sinon, ça serait une mère porteuse. Mais on ne peut pas adopter à l'international étant ouvertement gay. Là. C'est impossible. Donc, il n'y a aucun pays qui le reconnaît. Donc, c'était notre seule opportunité. Puis, 4 enfants plus tard, puis comment vous avez vécu ça? Là, naturellement, vous êtes en couple, vous avez les enfants, 1, 2, 3, 4. Comment ça se vit au quotidien comme n'importe quelle famille normale? Oui, comme n'importe quelle famille normale. Tu sais, on ne se cachera pas que, en fait, tu sais, que ce soit des enfants biologiques ou des enfants adoptés, on l'accueille comme il arrive, en fait. Hein? Il peut arriver avec un handicap, il peut arriver avec différents problèmes de santé, que ce soit physique ou mental, différents défis dans la vie, etc. C'est la même chose. C'est sûr que des enfants adoptés de la DPJ, ça vient quand même avec un certain risque, des fois lié au niveau de la santé, parfois de la santé physique, parfois les deux, santé mentale et physique, parce que, veut pas, ils viennent de parents qui avaient des grands défis dans la vie, qui parfois avaient des problèmes de toxicomanie, d'alcoolisme, ou tout simplement aussi que leur incapacité de pouvoir prendre soin d'un enfant vient des fois d'un problème de santé mentale qui n'est pas suivis, qui sont pas outillés, sont pas médicamentés, parce que c'est le milieu dans lequel ils arrivent. Ça dépend de leur milieu, en fait. Parfois, c'est des gens qui sont dans la rue justement avec des problèmes de santé mentale. D'où l'importance de la famille. Hein? Des fois, quand tu n'as pas de parents, de frères et sœurs proches, ou en tout cas quand tu n'es pas bien entouré pour être outillé. C'est sûr que nos enfants ont des chances de développer un peu plus par la génétique, disons, un problème X, Y, Z. Est-ce que l'enfant, en grandissant, se pose la question... Il y avait quel âge, le plus vieux, avec quel âge? 2 ans. 2 ans, fait qu'ils sont encore très petits, donc puis les autres enfants étaient pas mal Mamadou avait 2 ans, Anthony avait 18 mois, Clovis avait 5 mois, c'était un tout petit bébé, puis Nevaya, ma dernière, elle avait 2 ans. Ah, ça prenait une fille dans la gang, là. Oui. OK, donc c'est ça. Donc, en évoluant, est-ce qu'un enfant qui est dans un couple de papa, à un moment donné, arrive et commence à poser des questions?
et dit, ben moi, tu sais, mes amis ont une maman. Est-ce que Oui, il arrive, oui, ça je arrive? comprends. Ben, en fait, oui, ça arrive, mais ça dépend de quelle façon on s'ouvre avec eux Mhm. à ça. Nous autres, dès qu'ils sont petits, dès qu'ils étaient petits, dès les premières questions, mais même dès la garderie, nous, on le provoquait. On Avant disait, même. tu sais, ton ami a un papa puis une maman. Mhm. Puis des fois, on disait, ben, regarde, ton ami, il a une maman. Mm. Il y a un papa, mais son papa n'est pas là, mais il y a une maman. Puis, tu sais, des fois, c'est le Ouais. contraire. Des fois, tu vis avec grand-papa puis Mm. grand-maman. Des fois, tu as deux mamans. Regarde, c'est deux mamans. Mm. Puis nous autres, ben, c'est deux papas. Mais c'est sûr que tu as une maman. Parce que tout le monde naît du ventre de quelqu'un. Tout le Mhm. monde a une maman au début. Il y a une maman biologique ou ça Mm. peut être une maman de cœur aussi. Mhm. Puis ça peut être une maman qui est maman biologique. Ben, tu sais, quand on le nommait, elle t'a mis au monde, mais elle Mm. n'est pas capable de prendre soin de toi. Elle n'est C'est pas ça. présente. C'est ça. C'est que Donc, ça a comme un peu armé nos Ben enfants aux oui. questions qui venaient de l'extérieur. Un Hein, peu toi, t'as comme pas... pour n'importe quoi Ben oui, aussi. hein, toi, t'as pas de maman? Ben non, j'en ai une maman. Mais c'est pas elle qui prend soin de moi. Moi, c'est deux papas qui prennent soin de moi. Mais t'en as une maman. C'est qu'il y avait comme une fierté là-dedans Mhm. aussi. Euh, Là, j'ai plus besoin de le faire parce qu'on dirait que la société évolue quand même. Mhm. Je dis que j'ai plus besoin de le faire. On le fait de façon sporadique, mais de façon plus marquée. Pour mes deux premiers, moi, en première année, en maternelle, on le faisait parce qu'on a... Bon, puis en première année, au début de l'année, je parlais avec le professeur pour leur demander, êtes-vous à l'aise? Comment avez-vous des questions? Mm. Et c'est drôle parce que même si des fois c'est des jeunes enseignantes, elles étaient contentes parce qu'elles n'étaient pas si à l'aise que ça. Euh, Puis pourquoi la première année? Parce qu'on savait très bien que dans la première semaine, à la première année, c'est dessine ta famille. Mm. Puis que, encore une fois, tu sais, il y a la fête des pères, il y a la fête des mères. Tu sais, c'est comme, ah, qu'est-ce qu'on fait à la fête des mères? Ben, il peut faire un dessin pour grand-maman, tu sais, Mhm. aussi. Puis tu sais, à la fête des pères, il peut faire deux dessins. Mhm. Puis, tu sais, donc moi, quand c'était le début de l'année scolaire et que tout le monde dessinait sa maison pour sa famille, chose que je vais vous avouer bien franchement, je ne suis pas très d'accord parce que c'est OK. comme si on marque tout de suite au point de Oui, on départ étiquette. la différence entre les gens. Oui. Parce qu'il y en a que la maison est belle puis elle est grosse, puis il y en a des fois que c'est un 2,5 Oui. dans un HLM. Mm. Il y en a, tu sais, c'est que je trouve que c'est d'exposer, puis là, c'est le petit exposé oral, tout fier, j'ai un chien, un chalet, un bateau, une grosse maison, puis là, tu as l'autre après qui est un peu gêné qui dit, ben, tu sais, Je fais dans je un trouve ça sous-sol. Ouais. bizarre, tu sais, Ouais. un peu. Ouais. Je trouve Non, je que suis ça devrait d'accord. se faire différemment, en fait. Justement, ça devrait se faire pas dans qu'est-ce qu'on a de différent, Mhm. mais qu'est-ce qu'on a tout court. Tu Mhm. sais, de quoi tu es fier? Tu sais, c'est quoi, toi, ta famille? Tu sais, la Mhm. famille, c'est pas... Tu sais, c'est ça. C'est que, bon, c'est une autre façon de voir les choses. Ça, c'est Mais, une façon intéressante, puis aussi véridique de voir les choses, parce qu'effectivement, parce que c'est toujours pavé de bonnes intentions, tout ce qu'on fait en enseignement, complètement, mais à un complètement. moment donné, on évolue en tant que société, puis il y a des choses qu'il faut qu'ils changent, parce que sinon, tu sais, on ne Ben, pourra pas évoluer, justement. c'est ça, puis ça dépend, tu sais, et ça dépend des milieux, mais tu sais, Mhm. les milieux sont de plus en plus différents. Tu sais, dans une Mhm. même école, on va accueillir des nouveaux arrivants, il va avoir différentes cultures, il va avoir différents, selon l'école, elle est dans quel secteur, il va avoir différents milieux aussi. C'est sûr que si tu es en banlieue de Québec, dans une école qui est en plein cœur d'un nouveau Mhm. développement de tout le monde à peu près la maison pareil, le même Mhm. milieu, le même gazon, Ça tu sais, ressemble, ça etc. ressemble. Tu sais, c'est plus Presque le même homogène. chien. C'est ça, exactement. Mais c'est pas tout le temps le cas. Donc, Mhm. je trouve que de plus en plus, Mhm. il faut voir en fait Mhm. la différence comme étant une force et comme étant Oui. un atout, une unicité aussi. Oui. Tu sais, moi, j'apprends à mes enfants à être uniques. Tu sais, vous êtes unique. Donc, dans votre unicité, c'est sûr qu'il y a des choses que tu n'as pas comme l'autre à côté parce que tu sais, c'est que la différence elle devient plus une force à ce Mhm. moment-là, Certainement. devient plus un atout, tu sais. Non, c'est ça. Puis en plus, tu sais, même là, tu sais, en y pensant, un enfant qui doit dessiner sa famille, mais mettons que son parent vient juste, son père vient de se suicider ou sa mère dans un Oui, accident d'auto. Déjà là, juste de dire, ben là, je dessine-tu ma maman et puis là, elle est aussi. Tu sais, des fois, on ne se rend pas compte dans quelle situation on peut mettre les enfants pour des fois
des objectifs un peu futiles. Tu sais, Oui, oui. donc, des fois, Comme de tu dis, ça part de changer. bonnes intentions, Oui, mais il y a une réflexion qu'il faut il faut avoir, toujours aller en effectivement. amont. C'est ça C'est ça, l'enseignement. Il c'est faut ça. toujours dire, OK, j'ai le goût de faire telle activité, j'ai le goût de faire telle chose, mais OK, qu'est-ce qui peut se produire? Puis des fois, il faut aller dans le pire ou dans la situation la moins intéressante pour l'élève Oui. sur 27, sur 28 qui va vivre ça parce que il faut aller jusque-là. On ne peut pas y aller en disant, mais c'est la majorité. Des fois, il y a des moments où on peut dire, ben c'est la majorité qui l'emporte, puis la minorité, on n'y pense pas. Mais quand on pense à des enfants, puis on est là justement pour les forger, pour les former, bien, cette différence-là, ou la chose que cet enfant-là vit, est très importante, sinon plus que la majorité. Ouais. Parce qu'il faut arrimer tout ça. Mais c'est le fun que tu en parles parce qu'effectivement, des fois, on ne pense pas à ces activités-là. Puis le fait que tu parles à l'enseignante aussi, ça aussi, c'est important, de toujours tendre la main au lieu Complètement. d'attendre. Moi, c'est ce qui m'a le plus manqué pendant la pandémie, c'est cet accès-là à l'enseignante, au milieu de vie, au milieu scolaire. Hier, c'était les rencontres de parents, puis j'étais vraiment content d'être assis dans la petite chaise de mon garçon de troisième année dans sa classe. Tu sais, ça faisait 2 ans et demi là, qu'on n'avait pas pu rentrer dans une école, ou etc. Ce contact-là, en tout cas, moi, je le trouve privilégié, puis j'aime l'utiliser. Puis je vois que ce soit l'orthopédagogue de l'école ou l'enseignante ou etc., je pense que je sens qu'eux autres aussi, quand ils sentent le soutien du parent, Ça fait une ça fait une différence. différence. Une grande différence. Les enseignants aussi ne l'ont pas nécessairement senti ou eu pendant la pandémie. On espère que cette période soit Oui, derrière ben nous. oui, Tu sais, certainement. tantôt, on parlait de comment les enfants réagissent, deux papas, tout ça. Ce qui est spécial, c'est que, ben, avec la DPJ, quand on va à l'adoption finale, on reçoit ce qu'on appelle le livre de vie de notre enfant. C'est que là, on a accès à des informations confidentielles qui concernent leurs parents biologiques quand ils en ont de l'information. OK. Des fois, ils ont de l'information juste sur la maman. Le papa est peut-être non déclaré ou ils en ont moins. Des fois, si la maman a collaboré, on a de l'information au niveau de la santé, au niveau des grands-parents, justement, diabète ou des trucs comme ça. Donc, ça peut nous aider aussi. Mais on a comme un livre de vie, ce que j'ai pour mes enfants. Et c'est drôle, c'est à l'âge, les 3 garçons, ma fille est trop jeune, mais les 3 garçons, c'est vraiment à l'âge de 6 ans. C'est que je ne sais pas, dans le développement de l'enfant ou dans les questionnements, puis peut-être que ça vient L'attachement de la rejoindre, mère. peut-être que ça vient rejoindre un peu les questions à l'école qu'on peut se poser, ta maman est où, tout ça, mais c'est à l'âge de 6 ans qu'ils m'ont demandé vraiment c'était qui les parents biologiques. Puis moi, je leur ai dit, voulez-vous voir une photo? J'avais une photo dans leur dossier. J'ai dit, voulez-vous voir une photo? Puis il voulait. J'en ai un qui a mis ses mains sur ses yeux, là, comme. Puis avant de regarder la photo, il était un peu nerveux. Puis dans les 3 cas, et ils ont des âges différents, ça s'est pas passé, c'est pas des triplets, là, ça s'est pas passé tout en même temps. Mais dans les 3 cas, puis ça a été des moments de 1 à 1, dans le sens où les autres n'étaient pas là. Non. Puis je leur ai demandé, veux-tu garder la photo? Veux-tu qu'on te fasse un petit album ou qu'on le mette dans ton album et tout ça? Et non, tu peux la reprendre. Ils l'ont vu, ils l'ont pas trop commenté. Des fois, il peut y avoir un peu de déception parce que, tu sais, Des fois, ils se font une image. Oui, puis la photo, ben, des fois, c'est des gens qui sont un peu plus poqués, un peu plus, tu sais, tristes, Sous peut-être l'effet de pas... l'alcool ou des exactement. substances. Mais dans les 3 cas, ils m'ont demandé de la reprendre et ils m'ont plus jamais redemandé. Puis mon garçon de 15 ans, il n'y a pas très longtemps, là, il a rendu presque à 6 pieds. Là, c'est qu'un coup qui a pogné. Puis là, j'ai dit, aurais-tu le goût de revoir la photo pour savoir à qui tu ressembles, tu sais, en vieillissant, tu sais? Attends, non, ça ne tente pas. Pour eux autres, c'est comme si, peut-être qu'un jour, ils savent que c'est là. Nous, on a beaucoup d'ouverture. Je veux je suis pas en compétition contre les parents Ça, c'est biologiques. important, je pense, quand on est parent adoptif, d'avoir cette Complètement. ouverture-là. Mais j'ai l'impression que le fait qu'ils sachent que ça se peut, puis qu'on est à l'aise et que le canal de communication sur ce point-là est ouvert, ça suffit pour le moment. Les autres, ils ont leurs 2 papas, puis... Est-ce qu'il y aurait la possibilité vie est de belle. vouloir essayer de reprendre contact avec... Oui, ben OK. oui, ben en fait, oui, je pense que je sais pas si c'est à partir de l'âge de 14 ans qu'ils ont le droit de faire une demande ou plus.
Je sais plus. OK. Mais oui, il y a le droit. Ils ont le droit, puis c'est sûr que contrairement à l'époque où il fallait aller à Claire-Lamarche pour retrouver quelqu'un, là, c'est sûr que les centres jeunesse, ils ont leur département de retrouvailles, puis l'information est beaucoup plus, disons, archivée qu'avant. Après ça, comme c'est des parents qui vivaient beaucoup de difficultés, qui n'avaient pas nécessairement de domicile fixe ou qui changeaient régulièrement de domicile, ou etc., ça ne veut pas dire que c'est nécessairement facile à trouver. Et ça ne veut pas dire non plus qu'ils sont dans de bonnes conditions actuellement. Mais oui, c'est une possibilité qu'ils puissent faire des demandes de retrouvailles éventuellement. Et pourquoi pas? Puis, ben non, certainement. Puis, parce que ça peut venir justement continuer de former l'adulte puis l'humain, que c'est un besoin vital. Donc, avec des enfants qui arrivent à la DPJ, est-ce qu'il y a des intervenants qui vous suivent pendant un certain temps? Le premier enfant, deuxième enfant? Tant que l'enfant n'est pas adopté. Donc, même rendu au 4e, il y a un intervenant qui vient faire, disons, un rapport d'activité, savoir comment ça va, etc., de temps en temps. C'est sûr que avec l'expérience qu'on a, nous autres, les périodes, à un moment donné, se sont espacées parce qu'ils ont du pain sur la planche, là, la DPJ. C'est que quand ça va bien quelque part... Quand ils en placent un 4e, c'est ça, exactement. Parce qu'ils sont en confiance. Exactement. Donc, c'est ça, mais c'est un autre volet. Puis on entend parfois, justement, parler de la DPJ, parfois où il y a des mauvais coups, là, il y a des... C'est pas naturellement dans les mêmes contextes, là, mais ça, c'est quand même un contexte heureux où là, il y a un intervenant qui arrive, qui s'occupe. Ouais. Puis vous pouvez adopter habituellement après combien de temps? Je dirais que ça peut prendre à peu près 2 ans. OK. Parce que, il y a la première année, et au terme de la première année, là, ils doivent signaler aux parents biologiques s'il est présent dans le dossier ou en tout cas s'il existe. Des fois, non. Ils doivent signaler que il y a plus, qu'on s'en va vers l'adoption, qu'il n'y a plus de possibilité de reprendre l'enfant. Ça doit être dit, et ça, c'est un jugement, une ordonnance de la Cour. D'accord. Puis là, après ça, à partir du moment où il y a cette ordonnance-là, il y a toujours plusieurs mois avant qu'on ait l'admissibilité à l'adoption. Là où il faut que la DPJ collige un rapport complet sur l'enfant, les parents, la famille, comment ça évolue, le désir et tout ça. Donc, c'est très administratif. À partir du moment où on reçoit l'admissibilité à l'adoption, déjà, on reçoit la carte d'assurance maladie avec le changement de nom, puis tout ça. Et là, il y a un autre délai qui peut être de 3 à 6 mois. C'est pour ça que c'est presque 2 ans pour se rendre au jugement d'adoption final. Donc, qui fait qu'ils vont émettre un nouveau certificat de naissance, le fameux certificat bleu là, de naissance. Ben, nous autres, on l'a pour nos 3 garçons, puis c'est vraiment écrit père Louis-Philippe Drolet, père Louis Bisson. C'est qu'il y a 2 pères, puis... ça aussi, ça a innové. On n'aurait pas cru ça il y a 30 ans. Mais là, c'est comme si on était revenu... c'est comme s'il était né avec nous. Tu sais, c'est un certificat de naissance. Tu sais, donc, c'est comme si ils sont adoptés définitivement. Aujourd'hui, on est le 17 novembre et 2022. Et la semaine prochaine, le 23 novembre, on va en cours adopter définitivement notre fille. Donc là, après ça, c'est terminé. Là. Le lien avec la DPJ. Là. OK. Donc, Puis vous devez avoir une fierté, vous l'avez fait pour vous avant tout, parce que vous aviez l'appel de la paternité, mais en plus de ça, vous avez donné à la société, vous avez changé la vie de 4 enfants. Bien, tu le dis bien, parce qu'effectivement, pour moi, je dis toujours, c'est d'abord un geste égoïste. Tu sais, c'est pas... c'est nous qui voulions être parents. Puis c'est sûr que si on avait eu l'opportunité de le porter, on l'aurait fait, cet enfant-là, tu sais, probablement. Donc, ça vient d'un geste d'abord de vouloir être parent. Après ça, quelles sont nos opportunités d'être parents? Bien, ça a été vers la DPJ. Oui, après ça, c'est sûr que ça devient... on sent qu'on pose quand même un geste. C'est gratifiant, ça fait du bien. On sent qu'on donne une seconde chance à un enfant qui est déjà né, que si on l'appuie, puis qu'on l'encadre, puis qu'on lui donne
tout ce qu'il y a de besoin en termes d'amour, de sécurité, Il y a toutes les chances au etc. même titre qu'un autre. Ben pourquoi pas, tu sais, c'est qu'on lui donne, on lui permet peut-être de s'épanouir puis de devenir un bel humain. Euh, on s'en rend compte. Puis là, après ça, bon, on en est très conscient quand après ça, on s'en va chercher un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième. Non, Là, tu- ça devient un projet de vie. Tu sais, vraiment, ça devient un projet de vie. Puis oui, ça, et ça vient pas juste avec le fait de les accumuler, là, les enfants. Faut Non, avoir non, non. Non. faut en prendre Faut soin, il faut avoir non. l'espace pour le faire, il faut avoir la santé pour le faire, puis il faut financier avoir les aussi, moyens pour le c'est ça. faire, effectivement, pour faire ce genre. Pas que ça coûte de l'argent, ça coûte pas d'argent dans pantoute, mais Non, c'est juste que non. un habit de neige C'est fois ça. 4, C'est ça. une rentrée scolaire fois 4, des Exactement. vacances fois. Tu sais, c'est ça. C'est ça, une famille de 6, ça Exactement. voyage moins léger qu'un couple. Exactement, exactement. Puis là, moi, je pense aussi à... Il y a eu le premier, qui est Mamadou, mais quand il y en a un deuxième qui est arrivé, bien là, vous les avez eu quand même assez rapprochés. Ben non, parce que Mamadou, je dis non, mais c'est parce que Mamadou a 15 ans, puis Oui. Anthony a 11. 11, fait qu'il y a eu quand même un C'est 4 ça. ans. Est-ce qu'il y a eu une réaction? Est-ce que, tu sais, un peu comme un enfant unique, des fois, qui reçoit Ouais. qui a un petit frère, une petite sœur, peut-être que pour les autres, c'était plus facile parce que là, il y a comme... Ben oui, il y a une réaction, comme je pense qu'il y a Oui. dans une famille biologique, quand il y a un bébé qui arrive Oui. et qui demande plus d'attention que l'autre, qui marche, qui mange, qui parle, qui est peut-être propre. Puis bon, tu sais, c'est pas les mêmes besoins, mais c'est- ça dépend des enfants et des personnalités. Tu sais, Mamadou, lui, vraiment, il était super content parce que la fratrie, le fait qu'il y ait un autre enfant, le fait qu'il soit, c'était super. Puis à chaque fois, on leur en a parlé aux enfants. C'est pas eux qui décidaient, tu sais, c'est un projet d'adulte, de couple. Mais à chaque fois, on leur en parlait. Puis mes enfants, ils ont quand même une capacité à être bien dans la meute, j'appellerais. OK. Tu sais, mon troisième, on va finir de souper, puis il va aller donner le bain à ma petite dernière. Tu sais, il va avoir quand même la chicane, on s'entend, là, mais il y a quand même une forme de solidarité et d'entraide aussi entre eux autres. C'est comme ça aussi qu'on les a élevés, puis qu'on leur a dit, tu sais, sachez apprendre à compter les uns sur les autres. C'est comme quand il y a de l'amour dans la famille, puis tu sais, on est juste plus fort ensemble, puis on sait qu'on peut compter sur un, sur l'autre, etc. Donc ça, c'est une façon aussi de les éduquer, de voir. Je pense que l'arrivée de la quatrième pour eux autres, au début, c'était comme « Oh, on pensait pas qu'il y en aurait un autre qui arriverait. » Là, c'est une fille en plus. C'est ça, puis elle est handicapée intellectuelle, c'est qu'elle arrive avec des défis particuliers aussi. C'est que c'est sûr que là, mon Mamadou, qui était plus vieux, il y a quand même un écart d'âge entre les deux. C'est lui qui était comme assez rationnel, tu sais, qui nous a vraiment dit Hey, papa, tu sais, c'est-tu correct? Allez-vous être capable? C'est-tu trop? Il se posait les questions qu'on s'est posées quand nous autres, on s'est dit est-ce qu'on y va avec un quatrième? T'sais? C'est il commençait à avoir cette maturité-là, à se dire ben voyons, mais les choses se sont bien placées. Puis, parce que c'est la petite dernière, puis elle a des besoins particuliers. Oui, là, c'est donc, ça. il y a certains des enfants qui ont des besoins particuliers. Quand je t'ai envoyé le questionnaire, justement, tu m'as répondu, y a-tu des sujets? Puis là, tu me disais, ben, moi, je suis ouvert à parler, je n'ai aucun tabou. On peut parler d'adoption, de la DPJ, de l'homosexualité, bon, du travail, du TDAH, du trouble de l'attachement, du défi d'apprentissage, handicap intellectuel, petite enfance, adolescence, racisme, homophobie. À vous de piger dans la liste. Alors moi, je pige pas dans la liste, j'ai pris la liste. Donc, on va y aller par thème, par sujet. Quand tu m'écris, ben, on a parlé de la DPJ, de l'adoption. Y a-t-il des choses que tu aimerais relever à propos de ça, que tu aimerais soit donner comme message ou que des choses que tu as retenues de par ton expérience? Bien, ce que je retiens, c'est, d'être patient, tu sais, c'est ceux qui veulent entreprendre des démarches comme ça, et d'être fort, tu sais, que le couple soit fort aussi. Parce que
c'est pas un conte de fées tout le temps, hein. On peut accueillir un enfant qui voit 1 heure par semaine son père ou sa mère biologique. Des fois, ça peut être 2 fois par semaine. On s'inquiète à savoir s'il se reprend. De notre côté, on veut pas être trop méchant. On souhaite pas à un être humain de rester au fond du baril, mais en Non. même temps, on veut être parent, donc on aimerait donc que cet enfant-là puisse être le nôtre. Donc, c'est quand même assez... ça peut être déchirant par moment, tu sais. Il faut être dans l'acceptation puis être prêt aux deux Exactement. éventualités. À toute éventualité, puis il faut être prêt dans cette ouverture-là. Il faut être prêt aussi à accueillir un enfant. Tu sais, on parlait de TDAH, de ci, de ça. Oui. Tu sais, moi, mes 3 garçons sont TDAH. J'en ai 2 sur 3 qui ont... Puis à quelques mois ou à 5 mois ou à 2 ans, on le sait tu pas. sais pas, On le là. sait pas. Ça vient pas Puis, dans non, le... au début, ce qu'on essaie de dossier. régler, c'est régler. Ce sur quoi on travaille, c'est beaucoup l'attachement, c'est l'ancrage à la maison, c'est de se sentir bien, c'est de peut-être, disons, découdre des manies qui sont liées des fois à la peur justement d'être seul, de l'abandon, à la nourriture, d'avoir peur d'en manquer, de vouloir toujours manger, ou au contraire de tout rejeter. Tu sais, il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver dans les premiers mois, voire même les premières années. Puis après ça, ben, comme n'importe quel enfant non plus qu'on met au monde, on ne sait pas s'il va être diagnostiqué X, Y, Z. Bien là, nous autres, on a 3 TDAH. On a 2 là-dessus qui ont dyslexie, dyscalculie, dysorthographie. Donc, d'avoir la patience et le temps pour les accompagner dans leur scolarité, dans leur développement académique. D'essayer d'entrevoir l'opportunité de saisir des ressources externes, parce que dans les écoles, on le sait, hein, il y a un manque de ressources spécialisées pour accompagner ces jeunes-là qui sont de plus en plus nombreux, je pense aussi, et que ce soit lié au mode de vie actuel, que ce soit lié justement à la génétique, que ce soit lié des fois au milieu de vie, au milieu dans lequel tu évolues. Hein. Il y a de plus en plus de classes aussi qui accueillent des enfants qui sont allophones aussi, dont le Oui, français, oui. c'est pas la première langue. Donc, C'est pas homogène, les classes. non, donc ces jeunes-là ont peut-être pas des problèmes d'orthophonie. Ils n'ont peut-être pas besoin d'orthopédagogie au sens où on l'entend, mais ils en ont peut-être besoin justement dans la mesure où apprendre une nouvelle langue, quand c'est ta 3e, ou même ta 2e, que tu n'es pas exposé au français à la télévision ou à la maison parce que les parents ne le parlent pas non plus ou ne le parlent pas à la maison. Donc, c'est ça. Bref, il faut être ouvert vraiment à être capable d'encadrer notre enfant au maximum. Sinon, je me dis, ben, je pense que ça ne vaut pas la peine. Non, Là, c'est ça. Puis même, tu parlais du problème d'attachement. C'en est un défi, ça aussi, parce que souvent, le problème d'attachement va arriver avec des troubles de comportement. Oui. Et en classe, moi, j'ai vu souvent des élèves mis dans des classes spéciales de troubles de comportement. Mais à la base, c'était des troubles d'attachement. Hey, on en parle-tu? Oui, ben oui! Ben oui, Moi, on en parle. J'ai sorti des élèves souvent de ces classes-là, moi. Moi, j'ai un success story, mais avec un chemin très ardu. Mamadou, mon plus vieux, qui va avoir 16 ans au printemps, a fait sa maternelle dans une école régulière. Il a fait sa première année. Puis oui, il y avait des troubles de comportement liés à l'attachement, effectivement. Et on commençait à déceler avec les premiers apprentissages en première année qu'il y avait peut-être plus que ça. Donc, diagnostic TDAH, effectivement. Trouble de l'opposition. Exactement. Et oui, rigidité un peu. Hein, C'est pas mal un melting pot. Puis, c'est pas mal la même chose. Là, en cours de première année, au terme de la première année, bon, évaluation neuro, justement, TDAH, là, on voit que dyslexie, dyscalculie, dysorthographie, ça embarque. Il arrive en 2e. Ça ne fonctionne pas super bien. Et là, de cette 2e année-là, on propose de l'envoyer dans une école spécialisée
tellement rough, là, où il y avait de la contention d'enfants, de la violence. Mamadou n'est pas, tu sais, on n'était pas là, mais même lui, il s'est déjà fait mettre à terre et contentionné dans le dos. Faire une TES à l'école, Mais on mettons. parle d'un Oui. enfant de 8 ans, Ben pas oui. d'un Non, criminel. non. On l'a sorti de là après une année. Et là, il est retourné en école régulière, mais en classe kangourou. Tu sais, classe kangourou, classe phénix, etc. C'était déjà mieux. Mais encore là, la clientèle, ça n'a rien à voir avec l'attachement. C'était vraiment des problèmes de comportement. C'est sûr que Mamadou en avait lié à l'attachement, mais je pense pas que c'était le même genre d'intervention dont il avait Non. besoin. Et c'est là qu'on a commencé aussi à prendre un orthopédagogue, une orthopédagogue dans un centre, en one-on-one, un à un, 2 fois par semaine. Et vraiment, là, ça l'a ouvert. Tu sais, au niveau pédagogique, ça l'a ouvert énormément. Il a fait sa 3e année, sa 4e année. Il arrive en 5e année, et là, on était à Montréal à cette époque-là. Et là, on nous dit, il ne pourra pas faire sa 6e année. Pourquoi? Bien, parce qu'il va avoir 12 ans au courant de sa 6e année, donc c'est pas possible. Mais pourquoi vous l'avez fait doubler en 2e? C'est que là, lui, il fallait qu'il y ait un cheminement particulier au secondaire. Il se serait fait bouffer bien raide. Tu sais, Mamadou, c'est un doux, tu sais, il est plus cérébral, là, il est plus... Puis, tu sais, non, ça n'aurait pas fonctionné. Ils ont commencé des notions... Il a fait sa 5e année. Après les fêtes, ils ont commencé un peu de notion de 6e aussi. Mais pas parce qu'il était surdoué, là, c'est parce que moi, il était hors de question. Et ça s'est trouvé qu'on déménageait dans le Vieux-Longueuil l'année suivante, au moment où j'en ai un qui rentrait en maternelle et Mamadou qui rentrait au secondaire. Et l'école du quartier, au public, à Longueuil, offrait des classes kangourous comme il y avait au primaire, en secondaire 1 et secondaire 2. C'est que là, on a fait comme, au moins, on évite le cheminement particulier. Puis il n'y en a pas ça, il n'offre pas ça à Montréal, là, au secondaire. Donc, il a eu sa place, secondaire 1. Encore là, c'est parce que c'est des enfants qui sont plus près de la délinquance, qui viennent de milieux de vie difficiles, etc., plus violents. On n'était pas là-dedans pour Mamadou, mais au moins, il n'était pas en cheminement particulier dans des grandes classes, ou etc. Arrive la pandémie, secondaire 1, à la moitié de son secondaire 1, comme je disais, il avait commencé à se placer, il y avait encore de l'orthopédagogie, et là, tout à coup, est embarqué une certaine maturité avec le secondaire, où Mamadou s'est mis dans la tête qu'il voulait réussir. Ça venait de lui, ça venait de ce que nous, on lui inspirait, puis vers où on voulait l'amener, mais il fallait que ça vienne de lui pour que ça débloque. Il a intégré le français, les mathématiques, l'histoire au régulier après Noël. C'était la première fois depuis sa 2e année qu'il y avait une classe complète. Il n'a pas été désorganisé, il s'est pas perdu, il s'était déposé. Par rapport à l'attachement, on n'était pas plus là. Non. Il était capable d'évoluer dans une classe plus grande. Après ça arrive la pandémie. Il ne peut pas être dans des classes hybrides. Donc, il a le choix de régresser en retournant 100% en kangourou ou d'aller en régulier. Il a choisi le régulier. On était content on voulait l'amener vers là. J'étais capable. C'est qu'il a fait son secondaire 2 en pandémie au régulier, avec presque toute l'année, une grosse partie de l'année à la maison, étant très organisé parce qu'il y a une forme de rigidité et l'organisation vient pallier à une sécurité. La pandémie lui a bien fait, disons, là-dessus. Il était très organisé, de sorte que ses notes ont monté. Et là, il m'a dit, papa, il dit, je sais un peu ce que je veux faire dans la vie. Puis là, je veux réussir. Puis j'aimerais ça changer d'école. Je trouve ça dur, cette école-là. Donc, il a réussi à rentrer au collège Charlemagne, un collège privé à Saint-Lambert, en secondaire 3 avec une option en multimédia. Ça a super bien été. Il s'est fait pour la première fois de sa vie une gang d'amis. Puis là, il est rendu en secondaire 4. C'est toujours la même gang de gars, la même gang. C'est le fun. Il y a un bel attachement. Il allait faire de la récupération le matin avant les cours, le midi dans certaines matières. Il y avait encore un peu d'accompagnement, mais surtout à l'école. Il a dit, papa, pour faire ce que je veux faire dans la vie, ça me prend des maths fortes puis des sciences fortes.
il a réussi à avoir les notes qu'il fallait à la fin de son secondaire 3 pour les avoir. Là, il est en secondaire 4. On vient d'avoir le bulletin, tout va, en maths forte. Il nous a demandé au début de l'année, il dit, j'aimerais ça avoir un tuteur tout de suite, parce que je sais que je rentre en maths forte puis en sciences, puis je veux pas partir avec, tu sais, avec un peu de difficulté. Je veux tout de suite comme avoir ça 2 heures par exprime semaine ses en besoins. Zoom. C'est lui qui le demande, il sait où il s'en va. Là, il a commencé à travailler cet été dans un restaurant, tu sais, là, il a gardé Ah! un chiffre par semaine. Mais tout ça, là, pour nous autres, là, c'est une longue histoire, mais pour Ouais. raconter que Il n'est jamais trop tard, on est puis parti de loin on est avec lui, parti de là. loin, On est ouais. parti de loin avec lui, puis ça peut fonctionner. C'est que là, tout à coup, tu dis, bon, là, en fin de semaine, on s'en va visiter là, le ENA, qui est l'Institut national, l'École nationale d'aérotechnique, là. Il aimerait ça aller dans ce domaine-là, puis là, c'est lui qui s'est inscrit aux visites portes ouvertes, puis on y va ensemble, puis, Ah, tu c'est sais, beau. jamais j'aurais pensé ça quand il était en classe spécialisée Faut dans pas des troubles de lâcher, comportement, puis qu'il y avait des exactement. troubles d'apprentissage. On se disait, ben écoute, on veut qu'il soit heureux. Tu sais, C'est le but, ça. c'était juste qu'il soit heureux. Là, en plus de pouvoir être heureux, tu peux aussi. Réaliser tes rêves, c'est Ouais, ça, puis tes ambitions. exactement. C'est que je pense que ça, c'est pour, peu importe, hein, un enfant Mm, adopté, un enfant mm. bio, de la façon dont on veut les accompagner, mais particulièrement les enfants adoptés qui partent avec. On part pas tout égal dans la vie, Non, ça, c'est pas vrai, là, non, hein, tu sais. On est dans un milieu ou un autre, on est dans un pays ou un autre, on a les parents qu'on a, tu sais, c'est ça. etc. C'est que là, on est content, puis on, on continue avec les autres Puis, aussi. il trace aussi la voie aux autres qui le suivent, Ben, veut pas, là, tu sais, complètement. c'est l'exemple, c'est le grand Oui, frère, oui. donc possiblement que lui-même, là, sans le savoir inconsciemment, il sait là, que c'est un peu le modèle là, Oui, oui, oui. de ses frères et Puis il n'est pas sœurs. parfait, hein. Là, je viens de faire Non. un beau parcours académique parfait, mais il n'est pas parfait. Mais Puis, c'est ça, mais c'est c'est correct, ça. hein. Je veux dire. Tu me disais aussi dans ta liste, ben, on a parlé de troubles d'attachement, tout ça, de la petite enfance, adolescence, racisme. euh, Tu dirais quoi? Tes enfants ont envie. On en Oui. vit encore Ben aujourd'hui, oui, là. moi, mon Mamadou était d'origine malienne. Il est brun. Mon deuxième aussi, un petit peu plus foncé que Mamadou. Lui, il est des îles Seychelles, qui sont des îles rattachées à l'Afrique aussi, dans l'océan Indien. Mon troisième est moitié haïtien, moitié québécois. Donc, il est basané, les cheveux frisés, mais bouclés, disons. Euh, Ma petite dernière est blanche, les yeux pairs, les cheveux blonds. Ça contraste au bout, c'est très drôle. Puis mon chum, il est moitié haïtien, moitié italien. Donc, c'est l'ONU à la maison. Puis c'est très drôle de voir mon grand Mamadou, justement, tu sais, black, avec ses grandes mains, super grand, se promener avec sa petite sœur blanche aux yeux pairs, puis de l'amener au parc. Moi, j'adore ça. Ouais, Je me dis, regarde, 2022, on est là. oui. Mais oui, le racisme, il y en a, puis tout n'est pas réglé. Mm. Ça, c'est sûr. Par contre, j'avouerais que il y a de plus en plus de mixité dans les classes. Mm. On le voit, il y a différentes cultures. À l'école, l'autre jour, ils ont fait un party hot dog, je pense à la rentrée scolaire, party hot dog, ben écoute, il y avait des saucisses de bœuf et de poulet par ceux qui mangent pas de porc, puis bon, etc. Tu sais, Mhm. le milieu s'adapte et la vie s'adapte à aux Ça s'est différentes cultures. amélioré, en tout Ça cas. s'est amélioré. Mais il y en a Il y a encore du encore. travail à faire. Les jeunes peuvent être méchants entre eux, savent sur quel bouton peser, que ce soit la différence corporelle, que ce soit la différence justement de couleur de peau, l'origine. Donc, c'est des discussions qu'on a aussi chez nous. Vous outillez vos enfants à ça, Exactement. là. Là où c'est plus marqué, c'est quand on sort du petit milieu et que là, on s'ouvre. Mamadou, qui est plus grand et qui suit plus l'actualité et qui est plus conscient de ce qui se passe dans le monde, aux États-Unis aussi particulièrement, qui
qui a été beaucoup plus conscient du profilage racial, pas envers lui, mais tu sais, que dans les médias, on en parle beaucoup, l'affaire Floyd, etc. tu sais. Donc, à un moment donné, a eu le besoin comme de prendre position pro-noir, là, tu sais, de se sentir vraiment de sa communauté. Même s'il évolue pas dans une communauté racisée, que ce soit africaine ou haïtienne, il est chez nous, puis sa grande famille élargie, elle est blanche, les parents, ses grands-parents, les cousins, cousines, etc. Il reste qu'il y avait ce sentiment-là, même qu'il a fait des travaux scolaires, exposé oral sur des activistes noirs qui ont marqué l'histoire. Tu sais, Rosa Parks, qui a fait un exposé sur elle, Rosa Parks, qui a marqué l'histoire parce qu'elle s'est tenue, elle a gardé sa position dans l'autobus, une position qui était, il aurait fallu qu'elle aille s'asseoir au fond, puis qu'elle laisse sa place à un blanc, elle est restée assise à sa place. Tu sais, donc toute la période de la ségrégation. Il a écouté des documentaires, des films. Donc, c'est une façon pour lui aussi je pense, d'exprimer son identité aussi, de forger son identité. Exactement, parce que là, tout à coup, je suis qui, moi? Tu sais, on entend souvent parler, hein, tu sais, j'ai l'impression d'être... Tu sais, ses amis disent, tu sais, t'es noir à l'extérieur, mais t'es blanc à l'intérieur, tu sais, en nous disant, t'es comme nous autres. Mais c'est quoi être comme quelqu'un? Tu sais, puis, tu sais, on est qui? Tu sais, on entend souvent ça, des gens qui ont émigré ici ou qui sont nés ici de deuxième génération, quand ils retournent dans leur pays d'origine, ben c'est comme si ici, ils sont pas québécois, entre guillemets, puis on leur fait savoir, remettre en pleine face qui viennent d'ailleurs, puis quand ils arrivent dans leur pays d'origine, on leur dit, ben toi, t'es un faux Malien ou un faux Tunisien. On comme entre deux. Exactement, tu sais, c'est que, oui, c'est important de trouver son identité là-dedans, d'où je reviens des fois à leur rappeler qu'on est tous uniques, tu sais, après ça, puis ça me fait un peu... ça fait un petit peu peace, là, mais tu sais, citoyen du monde aussi, de plus en plus. Tu sais, c'est comme ça aussi qu'on voit. Et autant les enfants peuvent savoir sur quel bouton peser pour taquiner, mais que à tous les niveaux, comme je disais, hein, couleur de cheveux, les enfants apprennent ça de quelque part. Oui. Souvent, l'enfant. Puis autant, c'est les enfants qui sont le moins dans le jugement, qui questionnent moins parce qu'ils sont beaucoup plus exposés à la différence. C'est que j'ai comme espoir que, tu sais, qu'on va vers un équilibre. Oui, puis c'est multiculturel de plus en plus. Oui, c'est ça. Mais c'est le travail des parents à la maison est hyper important, là, tu sais, dans la discussion, dans l'échange, dans laisser le jeune, justement. Puis, tu sais, on parle de racisme, là, mais c'est ça, tu sais, toute la différence, là, ben nous autres, on s'en est ajouté une autre différence dans notre famille avec le handicap intellectuel de notre fille. Ça aussi, là. C'est que, tu sais, elle va avoir 5 ans en janvier, elle commence à être propre. Est-ce qu'elle saura apprendre à lire et à écrire? Je ne sais pas. Au niveau du langage, elle a des gros problèmes au niveau du développement du langage. Nous, on comprend peut-être une 50aine de mots, mais c'est des mots qu'il faut la côtoyer pour comprendre. Là, vous reconnaissez. Tu sais, II, là, ça peut être plein d'affaires. Nous autres, on le sait que c'est Anthony, là. Is, c'est Clovis, puis c'est que, tu sais, nous, on le sait, puis on le sait aussi quand c'est dans un contexte, parce qu'elle est très débrouillarde. Elle a développé, on a développé un peu le langage des signes avec elle. Mes garçons aussi, on connaît plusieurs langages qu'on commence à délaisser parce qu'elle nous comprend maintenant. Tu sais, là, elle est passée à un niveau où elle comprend tout ce qu'on dit, ou à peu près tout. Tu sais, il y a des la stimulation est importante. Moi, j'ai vu vraiment des choses vraiment extraordinaires avec des enfants. Justement, au lieu de dire, ah, ben, il est trisomique, il va atteindre juste tel niveau, ah, il y a une déficience intellectuelle. Moi, je l'ai vu depuis, ça fait 29 ans, là. Quand les parents, quand l'entourage stimule sans cesse et continue et persévère, moi, j'ai vu des trisomiques finir leur secondaire 5, j'ai vu, puis avoir des corps athlétiques, là, que c'est juste moi, son visage. Je sais maintenant qu'elle sera une belle et grande personne, puis qu'elle va avoir une certaine autonomie, puis qu'elle va trouver sa place. Elle a du caractère. Hey, elle a 3 frères. Hein. Elle est même par le bout du nez. Puis non seulement ça, c'est que, tu sais, elle est arrivée à la maison il y a 2 ans et demi, puis aucun contact. On pensait à l'autisme aussi, là, avoir une dernière évaluation. On s'éloigne.
signe de ça, on est pour rester plus dans l'handicap intellectuel qui est confirmé, là, parce que pour l'handicap intellectuel, en fait, c'est tout simplement une prise de sang et on sait s'il y a des chromosomes atteints ou non. C'est pas le chromosome 21 dans son cas, c'est vraiment un handicap intellectuel. Puis, quand elle est arrivée à la maison, aucun contact visuel, elle criait, elle hurlait seulement. Donc, elle n'avait pas encore passé, elle ne savait pas babiller, tu sais, maman, papa, tu sais, de faire des sons. On n'était pas là-dedans du tout. Elle se laissait difficilement approcher, laver. Tu sais, et là, on a une petite fille hyper enjouée, colleuse. Tu sais, si elle a un peu d'autisme, c'est dans l'hyper, elle, parce qu'elle aime tout le monde. Elle aime ça danser, elle n'a pas besoin de coquilles pour le bruit. On n'est pas là du tout, là, tu sais. Et effectivement, sa stimulation est incroyable. Cette année, elle a réussi, là, elle est rentrée en maternelle 4 ans, classe spécialisée. Puis c'est la première année qu'il y a qui ont ouvert des classes à l'école primaire de mes garçons. C'est que là, j'en ai une en maternelle 4 ans spécialisée, un en 3e, puis un en 6e. Mais elle est contente, elle côtoie ses frères dans l'école. Oui, C'est une école qu'elle connaissait parce que depuis 2 ans, elle venait avec nous reconduire ses frères, chercher ses frères. Donc, là, elle est vraiment dans une... Mais en même temps, ça expose ses frères à dire aux autres, c'est ma sœur, puis qu'elle a des besoins particuliers. Et de reconnaître. Donc, on est, tu sais, c'est que de vivre encore avec ça, tu sais, on parlait du racisme, on parle, tu sais, donc... Une différence. Exactement. Tu sais, c'est que la tolérance et l'ouverture, ce sont des valeurs assez importantes à la maison. Oui, puis je pense, non seulement important, mais bien pris en charge aussi. Parce que des fois, on se dit, c'est important, on va le véhiculer, mais il y a beaucoup de travail. Si on veut que les bottines suivent les babines, comme on dit, il y a un travail de parents à faire, puis il y a un travail des adultes significatifs pour ces enfants-là. C'est un grand travail pour les adultes significatifs autour de ces enfants-là. Tu sais, on est parents, mais des fois, je trouve qu'on... Tu sais, on est parents, mais... Intervenants. Des fois, c'est ça que j'allais dire, des fois, on se sent intervenant, là, tu sais, avec les besoins particuliers, en fait, des 4. Puis après ça, de laisser de la place, justement, à de l'orthophonie, à de l'ergothérapie, à de l'orthopédagogie, tu sais, comme il y en a, là, tu sais. Oui, vous devenez des mini-experts. Oh, puis là, ben, tu sais, ce qui est intéressant, puis comme tu disais tout à l'heure, les gens ne sont pas toujours à part égale parce que, bon, là, ils ont la chance d'avoir justement, de pouvoir que vous puissiez aller chercher ces services-là en privé. Mais les mêmes enfants dans une famille qui, même si ce n'est pas adopté ou quoi que ce soit, les parents n'ont pas les sous. Non, c'est ça. N'ont pas puis les mêmes chances. Des fois, c'est même d'avoir les capacités de faire les recherches pour ça aussi. Ah oui. Tu sais, nous autres, on a du privé pour certains, il y a du public qu'on a eu accès pour Névaillard. Mais ça demande de l'engagement des parents. Le ci, le ça, puis là, on a intervenu. Tu sais, ça demande beaucoup d'engagement, un peu de paperasse, une coupe de... Lecture, de la compréhension. Exactement. D'assister à des rencontres, au début d'information, des inscrire dans le bon affaire, Mais c'est ce qui fait la différence qu'on voit quand il y a des élèves qui ont des besoins particuliers, des élèves à défi, l'implication des parents, le fait justement de s'informer, de ne pas toujours remettre à autrui, aux spécialistes, le fait que telle chose doit se faire. Tu sais, ce que je dirais même aux parents, là, encore là, autant d'enfants biologiques que d'enfants adoptés, tu sais, qui ont des besoins particuliers ou qui ont certains défis, d'arrêter de se culpabiliser sur la performance. Tu sais, moi, mes enfants, pendant des années, là, non, il n'y a pas de cours de tennis, il n'y a pas de cours de piano, il n'y a pas de cours il y a pas de cours de natation, il n'y a pas de cours de rien. Parce que, ça ne rentre pas dans l'horaire, puis 2, c'est même pas leurs besoins. Comme on parlait de besoins d'attachement, de besoins de ci, ils ne peuvent pas être dans la performance partout. Puis, ils veulent, tu sais, l'idée, c'est de les amener à maintenir ou en tout cas à développer une estime de soi. Puis, oui, l'estime de soi va passer aussi par les sports, par les arts, etc. Mais parfois aussi, au début, c'est comme, tu as envie à l'école d'être un petit peu au niveau avec tes amis, tu as envie de développer justement ton langage quand tu as des troubles de langage, tu as besoin d'accompagnement pour te sentir bien avec toi-même. On parle de l'attachement, on parle de la sécurité, on parle de la rigidité, etc. Faire partie du groupe. La liste est longue à un moment donné pour être capable disons,
déboulonner des mécanismes, justement, de violence, de troubles de comportement, etc. C'est que nous autres, au début, on inscrivait, mais ça ne marchait pas dans un cours de natation. Je veux dire, il n'y avait pas de médication, il était TDAH, il pouvait faire Ça faisait une plus crise, chicaner que il n'y d'autres avait choses. pas assez de... C'est ça. Là, il fallait qu'il arrête de faire ça dans l'eau puis qu'il attende son tour parce que c'est pas son tour d'avoir son petit one-on-one avec, pour battre des pieds puis avec le moniteur. Puis au tennis, pas au tennis, mais au soccer, ben le ballon est par là, lui, il part par là parce qu'il y a des pissenlits puis ils sont donc bien beaux. C'est génial, c'est bien le fun. Ouais. C'est vrai que c'est drôle. Oui. Mais à un moment donné, de pas... Puis là, tout à coup, là, on a commencé tranquillement là, à ouvrir les horizons sur d'autres intérêts. Mais on ne peut pas leur demander de performer partout. Non, puis nous, comme parents, on ne peut pas performer. Non. On a besoin d'aide aussi. Exactement, Faut aller exactement. les chercher. Puis c'est vrai que ça, c'est vraiment un bon point que tu soulèves parce que moi, souvent, c'est un combat que j'ai des fois avec les parents. C'est que parfois, ben justement, les sports et les loisirs vont passer avant l'éducation. Donc, c'est important là, que l'élève, des fois même, je suggère, ben écoutez, s'il vit des réussites au hockey, c'est bien, je ne vous dis pas d'arrêter le hockey Non. parce que justement, il se valorise. Mais il y a une limite entre ça, puis être élite au hockey, puis que là, c'est le hockey qui prend toute la place, puis qu'au niveau académique, ça devient secondaire. C'est ça. Puis aussi, qu'est-ce que tu véhicules comme parent chez toi? Est-ce que l'enfant voit dans tes yeux que toi, tu le valorises davantage et tu es plus fier de lui quand il score des buts que lorsque il est à l'école puis l'examen, oh, c'est pas grave, oh, t'as passé, bon, au moins t'as passé, mais que là, il te voit dans tous tes états parce qu'il a fait 2 buts. Le jeune, là, il va voir ça, là. Ben oui, Il va voir ça dans les yeux de son parent, où est-ce qu'il voit qu'il est plus reconnu chez son parent quand il fait des buts ou quand il amène un 70 C'est ça. Tu sais, quand on parlait d'implication, de comment les parents vont amener, et ça fait toute la différence. Puis les parents, il n'y a pas de parents parfaits, mais il y en a qui sont plus outillés que d'autres, puis qu'il y en a qui prennent peut-être les meilleures voies aussi. Tu peux faire du sport, puis on s'entend, là, je pense que c'est important, effectivement, surtout quand tu as des enfants TDA, ben, ils ont besoin de dépenser de l'énergie, de bouger. Mais c'est pas obligé d'être dans un sport d'équipe, d'élite, de pratique, de ci, de ça. Mais c'est ça que mais de bouger, que ce soit dans la piscine, dans le parc en face, en vélo, que la fin de semaine, on se décolle un peu des jeux vidéo. Moi, je fais du ski avec les 3 garçons. On a nos passes. Là, ils n'ont jamais autant aimé les premières neiges que depuis qu'on fait du ski. Puis encore là... je leur ai fait prendre 2-3 cours pour commencer, mais ils sont plus autodidactes, sont plus autodidactes parce que je sais qu'ils ne cadrent pas nécessairement dans aller tous les samedis de telle heure à telle heure dans un cours avec plein d'autres, puis que là, il peut avoir un niveau d'anxiété, la comparaison, eux autres, ce qu'ils veulent, c'est faire le plus de pentes possible. Hein? Ils dépensent de l'énergie. Bien, on le fait de façon sécuritaire, ils ont une base, je les appuie, ils seront peut-être jamais, donc... excellents et ils feront peut-être jamais de compétition parce qu'ils n'ont pas suivi le niveau 1, le niveau 2, le niveau 3, le niveau 4, mais ils ont du plaisir. On est en famille, on a du plaisir en famille. Moi, notre règle d'or à mon chum et moi, puis c'est pour ça que je pense que ça marche aussi, puis que ça fait 20 ans qu'on est ensemble, c'est qu'on n'a jamais perdu le focus de cultiver son bonheur, d'être heureux. Moi, je veux des enfants heureux. Puis à partir du moment où j'ai des enfants heureux, ben il y a beaucoup plus de chances qu'ils aient confiance en eux, qu'ils soient gentils et bons avec les autres. Bienveillants, hein, tu sais. Donc, et qu'ils deviennent de belles personnes. Soyez heureux, puis après, ils vont trouver leur voie. Peu importe, ils seront heureux dans ce qu'ils feront. Ils feront les études qu'ils auront envie de faire, le métier qu'ils auront envie de faire. Ils feront 4 métiers dans leur vie. On n'a plus juste une carrière. Hein. Moi, puis surtout pas les générations qui arrivent. Là, mais pour moi, vont en avoir 3, 4, 5. Là. Pour moi, c'est ça qui est important le plus possible, c'est de cultiver ce bonheur-là. Qu'est-ce que tu as trouvé le plus difficile dans ton parcours parental? Le lâcher-prise de tout ce que je viens de dire. C'est quelques années d'expérience de parents. Les babines. Exactement. C'est d'être capable à un moment donné, justement, de se dire, on n'est pas dans la performance. Puis,
la perfection n'existe pas, autant la nôtre que celle de nos enfants. De ne pas voir nécessairement chaque nouveau problème comme étant un échec ou quelque chose qui est insurmontable. Oui, on a nos heures de découragement, Oui. ça se peut. Oui, on a besoin des fois d'être rassuré par un spécialiste, de dire « Hey, descends l'épaule un peu, là. Il y a des gros défis, là, mon petit garçon de troisième année. » Mais on n'est pas en train de dire que ça va être un drop-out en cinquième année. Là, non. Mais oui, donc, c'est vraiment la façon dont on aborde les choses. Je pense que c'est ça le plus grand défi d'être parent. C'est à chaque étape comment on l'aborde. Qu'on parle de difficultés académiques, qu'on parle de difficultés sociales, qu'on parle de crise d'adolescence. Comment on aborde les choses. Et ça, c'est beaucoup de travail, même encore aujourd'hui, d'être moins impulsif, de prendre un pas de recul, puis d'aborder, en fait, chaque défi. Puis une de tes plus grandes fiertés? Ben, c'est que ça marche. C'est que c'est d'être une famille, d'avoir eu l'opportunité, mon Dieu, d'avoir des enfants avec mon chum. Ma plus grande réussite n'est pas professionnelle. J'adore mon travail. J'adore chaque fois qu'on a un succès aussi, que ce soit ici ou à l'étranger avec nos projets. Mais c'est vraiment ma famille, c'est vraiment ce que j'ai... La durabilité du couple aussi, parce que parfois, dans les couples homosexuels, souvent, justement, il y a comme une image qui dit que souvent, les couples homosexuels, ça ne va pas durer dans le temps ou ça change. C'est un beau gros préjugé. C'est un gros préjugé. Pourquoi? Moi, j'ai beaucoup d'amis que c'est des couples de longue date, autant gars que filles. Puis il y a beaucoup de séparations dans les couples hétérosexuels. Ah oui, ça, c'est sûr. Énorme. Mais ça, c'est comme connu, puis on dirait... Comment je pourrais dire? Moi, j'ai l'impression que ça, c'est un... je pense que c'est une vieille... c'est un vieux pli là, des années où on disait que les gays, ils s'en vont dans le village, puis ça baise à gauche puis à droite. Puis ça a des endroits comme des saunas ou des bars où ça a des opportunités de fréquenter, que c'est plus volage, que c'est une... on n'est pas là, on n'est plus là. Puis c'est pour ça aussi que le village se vide un peu aussi, parce que tu peux être gay dans n'importe quel quartier de Montréal, dans n'importe quelle ville du Québec. Il y a des couples qui vont s'établir à la campagne, qui vont s'établir en région. C'est un peu partout. C'est pour ça que je l'ai soulevé ça, parce que je trouve ça... On accepte les séparations dans les couples. Effectivement, là, dans une classe, là, combien d'enfants ont leurs parents, père-mère, qui sont encore ensemble? Très peu. Exactement. Mais on dirait que des fois, dans la communauté gay, on se dit, non, moi, je connais énormément de couples de longue date, des couples et des couples aussi même médiatisés aussi, ou en tout cas, il y en a beaucoup. Ouais. Puis je pense aussi en même temps, j'ai pas de statistiques. Non, mais moi, je trouvais ça... Mais moi, c'est ce que je trouvais beau pour en parler, pour dire ça existe. Puis oui, moi aussi, j'en connais des couples gays qui ça fait longtemps là, qui sont ensemble. Puis tu disais même que tes parents, ça fait longtemps qu'ils sont ensemble. Puis il y a l'exemple aussi, il y a toute une famille derrière ça, qui est un exemple de même si tu es gay puis que tu as comme exemple que tes parents sont encore ensemble après 40 ans, c'est l'exemple que tu as. Donc, c'est l'exemple que tu vas vouloir vivre. Oui. Tu sais, que tu sois gay ou pas, là, c'est... Moi, je pense que souvent, c'est pas garant de, mais... Non, c'est pas garant de. En fait, c'est tout simplement d'avoir les deux côtés de la médaille. Après ça, tu vis ton propre couple. Hein? On n'est plus heureux dedans, on n'est plus heureux dedans. C'est ça. Même si on a eu des parents heureux, mais c'est sûr que qui sont heureux ensemble. Mais c'est sûr que d'avoir ces modèles-là, ça donne espoir aussi, les jeunes qui pensent que tout est éphémère, puis d'autant plus que là, avec l'anxiété planétaire, l'environnement, rien ne va plus, non, je pense que ça se peut encore.
sais, c'est sûr aussi que la séparation est peut-être plus normale qu'à une certaine époque où tu étais quasiment vieillard à 50 ans. Ben, c'est normal aussi que le couple durait moins longtemps. C'est ça, à 80, ça se peut que tu changes une fois au moins. Tandis que là, à 50 ans, il te reste peut-être encore 20-25 ans, un autre... Oui, c'est ça. Mais peu importe. Pas de changement, pas d'agrément, comme ils disaient. Des fois, on fait bien des blagues. Mais non, en tout cas, moi, je trouve que vous êtes un beau modèle. Et en tout cas, je te remercie d'avoir partagé ça parce que je trouvais ça intéressant de connaître votre parcours puis à travers vos enfants. Et ça n'arrive pas tout le temps, mais des fois, j'ai une petite surprise là, pour mes invités. Et écoute, j'ai un petit mot pour toi de quelqu'un qui t'apprécie beaucoup. Ah. Alors, vous pouvez lui transmettre les mots suivants. On est extrêmement chanceux de t'avoir à nos côtés. Tu es un père et un amoureux plein d'attention et de bienveillance, sans parler de ton énergie positive qui permet à chacun de se sentir encouragé et important. Que ce soit en ski avec les enfants, en soirée devant un film ou une série avec nos plus grands, en amoureux au restaurant, tu sais prendre le temps d'être présent avec tout le monde et ça fait une énorme différence. Au plaisir. Louis. Ben oui, c'est mon chum. C'est ton chum qui aime ça. Écoute, j'ai écrit des fois, j'ai des petites des petits hits comme ça. Je lui ai écrit, genre, je vais aller voir, puis j'ai dit, ben j'aimerais ça, si c'est possible pour toi de me faire un petit mot. Puis c'est un petit cadeau que j'offre à mes invités. Et aussi, je remets toujours, je suis un prof, je remets des diplômes. Ah bon? Tous mes invités reçoivent un diplôme. Écoute, ça vaut ce que ça vaut, mais c'est important. C'est pour souligner votre venue et tout ça. Alors, pour son siège au Conseil national du cinéma, pour ses nombreuses années d'engagement dans le milieu télévisuel, pour son flair de bonnes histoires, de passionnants projets et de fabuleux documentaires, pour les nombreuses productions qu'il a su mener à bon terme, pour tous ces artistes qu'il a accueillis dans ses nombreux projets, pour son profil d'entrepreneur engagé et pour les emplois créés, pour sa loyauté envers ses partenaires et ses collaborateurs, pour ce grand respect et cette grande reconnaissance qu'il a su gagner auprès de son entourage, pour ses voyages à travers lesquels il a su se forger, pour tous ces sujets qui l'interpellent et pour lesquels il a tant à témoigner et à dire, pour le couple qu'il forme avec celui qu'il a épousé, son Louis, pour Mamadou, Anthony, Clovis et Nevaya, ses enfants d'âme et de cœur, pour ce rôle de père qu'il perfectionne quotidiennement, pour cet amour inconditionnel avec lequel il guide sa destinée. J'ai chaud. Mais merci vraiment. Louis. Ça a été un super bel échange. C'est vraiment important ce que tu fais aussi parce que je pense que ça vient démocratiser un paquet de sujets, un paquet de thèmes qui parfois justement sont tabous ou parfois on a l'impression qu'on est seul à vivre quelque chose. C'est que je pense que les podcasts que tu fais peuvent vraiment aller chercher les gens aussi. Oui, bien, à travers des belles histoires comme la tienne. Moi, des histoires comme la tienne, je trouve les gens qui te côtoient la connaissent, la voient, la vivent à travers toi, tes collègues et tout ça. Mais moi, j'aime ça, mettre en lumière des belles histoires comme ça parce qu'il y a des gens qui vont se reconnaître, il y a des gens qui vont savoir que ça existe et qui vont pouvoir avoir un regard parfois différent de ce qu'ils pourraient avoir là, dans d'autres occasions. Mais merci. Merci beaucoup, beaucoup de ta visite, Louis. Merci.